Volte les Guinées, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Qui célèbre l'anniversaire de Sa Majesté Empereur Akihito. Sa Majesté aura, à la date du 23 décembre, 84 ans. Comme vous le savez déjà, Sa Majesté l'Empereur actuel a exprimé son désir d'abdiquer et va céder le trône au 30 avril 2019 au prince héritier qui y accédera le lendemain. Madame la ministre, je suis très honoré de vous accueillir et de partager avec vous ce moment symbolique qui démontre les relations exemplaires existant entre nos deux pays depuis plus de 60 ans, toute une histoire d'amitié, de solidarité et de fructueuse coopération. Le Japon, dans cette ère d'incertitude, doit faire face à plusieurs défis majeurs, non seulement pour le Japon, mais également et surtout des défis régionaux et mondiaux, tels que l'environnement, la prévention des catastrophes naturelles, la pauvreté ou disparités sociales, l'accès aux services fondamentaux, la lutte contre certaines épidémies, les questions des genres, lutte contre le terrorisme, la stabilité régionale, etc. À ce titre, le Japon prône une coopération basée sur le concept de sécurité humaine. Cette conception du Japon cadre parfaitement avec les engagements et la politique de priorité des Nations Unies telle que décrit dans l'agenda 2030, programme de développement durable à l'horizon 2030. Dans ce même ordre d'idées, le gouvernement japonais maintient sa stratégie quinquennale de coopération avec la République d'Haïti, en priorisant ses interventions dans trois grands domaines clés: santé publique, éducation et agriculture. À part ces piliers, le renforcement de la résilience vis-à-vis des désastres naturels est tout aussi important et potentiel pour le Japon. Au regard de la situation actuelle d'Haïti, et prenant en compte les priorités soulignées par son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République, j'aimerais vous annoncer que le gouvernement japonais envisage d'inclure également l'environnement et l'énergie dans ces domaines potentiels de coopération. Globalement, en matière de coopération avec Haïti, le Japon maintient trois approches. Une approche bilatérale, gouvernementale, entre les deux gouvernements, sur les projets majeurs de construction et les programmes de formation technique pour les agriculteurs, etc. Une approche multilatérale qui se fait en partenariat avec les organisations internationales, toujours en étroite collaboration avec les autorités haïtiennes. Je ne peux pas tout citer ici, mais en se limitant aux récentes activités, qu'il me soit permis de destiner beaucoup de remerciements au PNUD, qui travaille étroitement dans les domaines de prévention et post-désastre, de l'environnement et bientôt peut-être dans l'énergie. UNICEF et l'OMS étant des partenaires incontournables
surtout dans le domaine de la lutte contre le choléra et autres maladies, sur plusieurs aspects confondus tels que l'eau, assainissement, hygiène, vaccination. La Banque mondiale, le Programme alimentaire mondial et le Croix-Rouge pour leur appréciable collaboration dans le domaine de la santé et post-désastre également. Mes sincères remerciements vont également à l'endroit de toutes les organisations partenaires que je n'ai pas pu citer. Ce qui rend intéressant cette approche de coopération, c'est qu'elle se réalise toujours en bonne consultation avec les responsables haïtiens, tout en s'alignant sur les priorités gouvernementales. La troisième approche est locale, et à travers elle, l'ambassade réalise l'appui à la société civile en intervenant directement dans les projets destinés aux ONG et collectivités locales. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, le Japon supporte aussi moralement les valeurs essentielles qui sont bien soulignées par l'administration Moïse Lafontaine. Particulièrement en matière de genre, l'État doit être assuré pleinement le droit des femmes, qui donnera plus de valeur à la société et surtout à elle-même pour qu'elle brille au sein de la société. Il est important que même en dehors des lois et règlements, la philosophie doit être bien partagée et le respect assuré. À ce propos, le Japon a organisé du 1er au 3 novembre 2017 le World Assembly for Women, Assemblée internationale des femmes, afin de promouvoir une des valeurs centrées par l'administration Abe du Japon. Dans ce contexte, j'aimerais souligner que nous sommes ici pour soutenir tous les efforts adéquats du gouvernement haïtien afin de chasser toute forme de discrimination, violence et maltraitance en Haïti. Je suis honorée aujourd'hui de prendre part à la célébration du 84e anniversaire de Sa Majesté Akihito, empereur du Japon, et du 28e anniversaire de son accession au trône, lesquels coïncident avec la fête nationale du Japon, un grand ami d'Haïti. En cette importante occasion, je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, du chef du gouvernement, M. Jacques-Guy Lafontaine, du peuple haïtien et en mon nom personnel, adresser mes vœux les plus sincères de bonheur et de prospérité à l'endroit de Sa Majesté l'Empereur Akihito, à son épouse, l'impératrice Michiko Shoda, au Premier ministre, M. Shinzo Abe, au ministre des Affaires étrangères, son Excellence, M. Taro Kono, au gouvernement et au peuple japonais. Monsieur l'ambassadeur, le comportement responsable des dirigeants japonais et la volonté manifeste de votre peuple ont permis au pays d'occuper une place importante et enviable sur la scène économique internationale. Sa prospérité économique lui a valu d'être classé parmi les 4 dragons asiatiques et d'occuper la 3e place parmi les pays les plus riches du monde. En effet, votre gouvernement a su mettre en place un nouvel ordre économique et social adapté aux réalités nippones en ouvrant progressivement son marché et parvenir à la constitution d'une classe moyenne urbaine tout en améliorant le niveau de vie de chaque citoyen. Le gouvernement et le peuple haïtien saluent les actions du peuple japonais dans le monde en faveur de la paix internationale, de la démocratie et surtout en faveur du développement socio-économique des pays les plus vulnérables. Cette bonne réputation dont jouit votre pays sur la scène internationale est plus que légitime. Le Japon partage volontiers son expérience avec d'autres pays et leur fournit l'opportunité d'accélérer leur progrès économique et d'améliorer les conditions de vie de leurs populations respectives. Cette solidarité se manifeste particulièrement dans le domaine agricole par une assistance technique visant à augmenter le rendement de leur culture tropicale, l'exploitation des ressources forestières et animales. Ambassadeur, il m'échoit l'honneur de vous adresser ce soir
les profonds remerciements du peuple haïtien et de féliciter toute l'équipe de l'ambassade collaborant étroitement avec l'Agence japonaise de la coopération internationale JICA tout au cours de l'année. Vous avez su faire preuve de grand dynamisme pour donner un nouvel élan aux relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Pour terminer, je voudrais réitérer la volonté du peuple et du gouvernement haïtien de continuer de travailler aux côtés du peuple et du gouvernement japonais pour parvenir dans un avenir proche à relever un certain nombre de défis indissociables au progrès de notre pays. C'est dans cet esprit de solidarité et de redynamisation des liens de coopération entre nos deux pays que je renouvelle, au nom du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, du chef du gouvernement, le Dr Jacques Lafontaine, et du peuple haïtien, lève de bonheur, de paix, de prospérité à Sa Majesté l'Empereur Akihito, au gouvernement et au peuple japonais. Bonne fête à tous, vive la coopération haïtiano-japonaise. C'est un honneur pour nous aujourd'hui de lancer ce travail de réflexion, cet atelier qui va remettre en question, bien qui va mettre en question deux méthodes depuis tantôt 18 années. Comme l'a bien souligné monsieur le secrétaire d'État, depuis 1999, deux méthodes sont en cours ici en Haïti avec l'appui des Cubains. Et je veux saisir cette belle occasion pour remercier la délégation cubaine, le gouvernement cubain, au nom de l'administration Moïse Lafontaine, au nom du ministère de l'Éducation nationale et en mon nom personnel pour ce grand appui à Haïti, à l'État haïtien, à la société haïtienne. Il est vrai que nous sommes là aujourd'hui pour réfléchir sur les résultats de ces deux méthodes, mais déjà nous savons que ces deux méthodes ont beaucoup aidé dans le domaine de l'alphabétisation en Haïti. Il est vrai que le monde, comme la société elle-même, n'est pas statique, mais le monde est dynamique. Une méthode aussi est dynamique. Donc 18 ans après, ces deux méthodes, à savoir apprendre, qui est une méthode présentielle, oui, nous sommes capables, une méthode audiovisuelle. Donc après 18 ans, il faut se poser cette question, est-ce que ces deux méthodes ont donné vraiment les résultats escomptés? Et je crois comprendre que c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour savoir s'il faut conserver ces deux méthodes, s'il faut les renforcer ou s'il faut aller au-delà de ces deux méthodes. Je pense que le travail d'aujourd'hui va nous permettre de bien orienter le programme Combit Alpha, ou de mieux orienter. Nous pensons aussi qu'aujourd'hui, en 2017, ou un peu partout dans le monde, on ne parle plus d'alphabétisation, mais plutôt d'éducation continue ou de formation continue. Donc ces deux types de réflexion peuvent nous dire, est-ce que vraiment nous sommes dans la bonne direction ou est-ce qu'il faut changer d'orientation avec Combit Alpha? Donc, je ne suis pas là aujourd'hui pour palabrer, pour dire beaucoup de choses. Donc, ordinairement, les vendredis, je ne suis plus. Et bon, de 8h à midi,
je ne suis pas ministre. Chaque vendredi, je suis surtout enseignant, parce que je vais là tout à l'heure dispenser mes cours à l'institution du Sacré-Cœur. Mais je m'étais dit, une activité pareille, de si grande importance, je devrais quand même consacrer quelques bonnes minutes pour venir ici souhaiter notamment aux Cubaines et aux Cubains, qui nous aident beaucoup dans le domaine de l'alphabétisation, la plus cordiale bienvenue. Et à tout le monde, notamment les cadres, les distingués cadres de la SEA et du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, bonne séance de travail, bon atelier. Nous réunis, c'est parce que nous pouvons faire une journée de réflexion. Journée de réflexion, ça nous pouvons le faire sous deux matériels didactiques. En 1999, et Haïti, à travers le secrétaire d'État pour l'alphabétisation, a élaboré deux matériels pour faire l'alphabétisation. C'est deux méthodes. Il y en a les apprendre c'est une méthode en présentiel. L'autre c'est oui moins capable là c'est une méthode audiovisuelle. Pour nous faire deux matériels ça yo, nous avons aide la coopération cubaine, nous avons aide brigade éducative cubaine, c'est le ministère de l'Éducation Cuba qui a voyé moun sa yo pour travailler avec nous. Nous-mêmes de nous allons Cuba pour nous avoir l'expérience que tu fait. Dans le monde qui a élaboré le matériel, il y a un monsieur ça, nous avons cheveux plus blancs que tout l'autre monde. Monsieur ça, nous avons le PP. Nous avons le PP et nous comptons tout le PP. Et il se trouve que dans le mois d'octobre qui s'est passé là, nous avons conduit à Cuba une délégation qui a rencontré avec le ministère cubain de l'Éducation. Nous avons rencontré le ministre de l'Éducation Cuba et toute équipe, vice-ministre de l'Éducation Cuba. Nous avons redynamisé la coopération dans le domaine de l'alphabétisation. Parmi les bagages, nous avons discuté avec eux, nous avons dit que besoin que nous gagnons, mais dans quel sens que et mais quel type de coopérants nous avons besoin pour venir aider nous dans le travail. Ça. Et il se trouve que, ensuite, mission ça qu'on a fait à Cuba, le ministère de l'Éducation Cuba voyait une délégation tout Haïti. Et sans doute, nous comprenons que la délégation ça a venu pour évaluer tout le travail que la brigade éducative cubaine a fait ici. C'est profiter, on a essayé de profiter de la présence de la délégation Mined et surtout de PP qui a participé à élaborer le matériel ça que nous parlons. Puisque là, nous disons, nous avons tout profité de faire une réflexion sur deux matériels. Après 18 ans, il faut que nous interrogions pour nous demander est-ce que ces deux matériels ils tiennent encore la route. C'est normal. Qui ça vaut aujourd'hui? Qui ça nous a fait avec eux? Est-ce que tu es appliqué? Est-ce que tu es bien appliqué? Est-ce que tu es mal appliqué? Qui résultat ça baille? Eh bien, nous profiter de présence ni brigade là, ni délégation pour nous capables de faire travail et réflexion. Ça parce que tu es là. Il y en a nous là tout qui ont participé en 1999 dans l'élaboration de matériel. Mais nous dit que ça c'est des prétextes pour nous faire en compte ça. Mais bonne raison vraiment, c'est que faut que nous changions genre de travail. Il nous faut changer de cap. Il faut que nous changions de travail. Parce que jeune de travail, c'est un jeune de travail comme on fou. Nous travaillons sans méthode. Nous travaillons sans que nous ne pas garder côté nous voulons arriver. Pas de vision, pas de stratégie, pas de méthode. Eh bien, lors de nos situations comme ça au travail, ou pas de résultat. Ça explique qu'aujourd'hui, nous gagnons tout problème d'alphabétisme dans le pays. Eh bien, le président de la République, le Premier ministre, il a passé des instructions formelles pour te dire que nous ne pouvons pas continuer à vivre avec problème analphabétisme qui touche trop de monde dans la société, qui c'est une injustice historique et que faut que nous réglions ça une fois pour toutes. Je te donne moins mandat pour nous être capable de travailler avec tout le monde, avec tout secteur, pour nous réfléchir, pour nous déboucher
sur une autre façon de faire pour nous déboucher sur une autre stratégie. Eh bien, l'autre stratégie, ça, nous travaillons effectivement et nous déboucher sur une autre bagaille qui peut permettre de nous finir avec l'analphabétisme dans le pays. Et toujours qu'on dit que ça ne fait pas marcher, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Mais cette fois-ci, il y a la volonté politique. C'est ça que fait, nous te mettons notre travail, nous réfléchissons sur une stratégie, effectivement, nous travaillons une stratégie, et stratégie ça, l'hypothèse Combit Alpha. Combit Alpha a deux slogans. L'un là-dedans, c'est Combit Alpha, objectif zéro analphabète. Ça veut dire que c'est là que nous voulons arriver. Nous ne pouvons pas dire privé là demain matin, mais pendant 5 ans président Jovenel là, eh bien, nous avons crasé une bonne partie là-dedans. Pour ne pas dire que si tout va être passé normalement, il faut une date finale. Au nom de la directrice principale du PNUD, Mme Yvonne Helley, je tiens à remercier vivement le ministère de l'Environnement de son invitation à cet événement important ce 8 décembre qui ramène la célébration mondiale de la Journée du climat, mais aussi c'est une opportunité pour nous de rappeler combien il est important d'agir et aussi de limiter les effets sur nos populations des changements climatiques. Mesdames et messieurs, les changements climatiques constituent un enjeu environnemental et socio-économique sans précédent. Ils représentent une réalité alarmante qui vient s'ajouter à la longue liste des sources de pression déjà existantes. La 23e conférence des parties des Nations Unies tenue à Bonn en novembre dernier et accueillie par les Fidji a été une période forte en débat, ceci vers des objectifs climatiques communs. Dans l'ensemble, la COP23 nous a laissé plusieurs points importants à retenir. L'un des plus importants a été l'importance soulignée de la transparence qui doit nous permettre de mieux reporter sur les résultats des actions d'atténuation, les engagements pris au niveau des contributions déterminées nationales, mais aussi devant nous permettre de coordonner et de garantir les meilleurs efforts dans la mise en application de ces engagements. En effet, la transparence, et en particulier la transparence financière, est devenue un sujet important de débat et d'inclusion lors des négociations officielles de cette année. À ce titre, les pays sont encouragés à intégrer le Capacity Building Initiative for Transparency, en français l'initiative de renforcement des capacités pour la transparence, dont l'objectif est de renforcer les capacités institutionnelles et techniques des pays en développement afin de mieux répondre aux exigences de transparence renforcées de l'accord de Paris. Toujours dans l'optique d'assurer le plein engagement des pays parties, le programme de support aux contributions déterminées nationales, qui a été officiellement lancé le 16 novembre dernier à la COP23, en présence de l'administrateur du PNUD, M. Hakim Steiner, témoigne de l'engagement pris pour faire de l'accord de Paris une réalité. Ce programme, qui bénéficie de l'appui du PNUD, de l'Allemagne, de l'Espagne et de la Commission européenne, a pour objectif de renforcer les capacités des pays en matière de gouvernance intégrée, d'intégration de la dimension de genre, d'action en faveur du climat, de transparence, de financement climatique et d'engagement du secteur privé. Mesdames, Messieurs, Haïti, en tant que seul PMA de la région d'Amérique latine, aura besoin d'un soutien particulier et supplémentaire pour développer les structures institutionnelles requises et aussi sur la base de connaissances et de capacités techniques. Ceci devant permettre de lancer un processus fonctionnel,
intersectoriel et itératif pour intégrer l'adaptation au changement climatique dans les processus de planification et de budgétisation nationaux et sectoriels. Le PNUD réitère donc son engagement auprès du gouvernement haïtien à fournir un appui pertinent et soutenu dans la mise en place de tels systèmes de transparence et de cadres programmatiques devant permettre une approche intégrée dans les efforts de mise en œuvre des engagements pris au niveau de sa CDN. Pour finir, je tiens à saluer le leadership du ministère de l'Environnement et féliciter cette fructueuse collaboration entre les différents acteurs nationaux et internationaux qui a permis une participation active d'Haïti à la COP23. Féliciter le gouvernement haïtien pour son engagement tout au long du processus au cours des dernières années. Le deuxième, c'est de souligner l'importance que l'Union européenne attache à la lutte contre le changement climatique. Et finalement, le troisième message, c'est qu'il ne faut pas relâcher. Je veux qu'on entre un peu sur quelles seront les prochaines étapes dans cette lutte contre le changement climatique qui nous concerne tous. Premièrement, peut-être je note que vous avez eu un temps assez occupé ce dernier temps. En 2016, Haïti était le pays qui était le plus frappé par les désastres naturels, je ne me trompe pas. Vous avez passé le relais aux États-Unis cette année, alors très bien. Et cette année également, vous avez pris des initiatives très importantes sur ce front. Je note en février la ratification de l'accord de Paris. Félicitations de nouveau. Deuxièmement, votre participation importante pendant la réunion préparatoire et bien la conférence en soi, la 23e conférence des partis. Et finalement, je note aussi la participation de votre président et une délégation importante à Paris la semaine prochaine, mardi, pour l'événement organisé par le président Macron sur le financement des actions contre le changement climatique. Alors, félicitations pour ces efforts, monsieur le chef de cabinet et le gouvernement haïtien. Deuxièmement, je souhaite peut-être juste souligner que vous n'êtes pas seul dans ce combat. L'Union européenne, depuis de longues années, a reconnu l'importance de lutter contre le changement climatique. Je n'ai aucune idée comment ça se dit en français, cap and trade system. Dorian, tu sais, non? Bon, en tout cas, c'est un système d'essayer de réduire les émissions en Europe, suivant le principe que le pollueur doit payer. C'était très innovant à l'époque. Ici, en Haïti, on a depuis quelques années accompagné le gouvernement haïtien dans ses efforts, comme vous avez souligné. Et on va continuer à le faire à travers l'appui qu'on fournit au ministère et des projets aussi dans ce domaine. Nous sommes dans l'ère économique du post-pétrole. Gaz à effet de serre, c'est parce que son économie qui est basée sur l'énergie fossile. Nous avons une logique de transition. Comment pour sortir de l'économie qui est basée sur le pétrole là, mon international a dit d'ici 2050, il faut bagailler ça derrière nous. Qui Haïti a préparé? Quel est le coût de cette transition? Le président Jovenel Moïse, il fait choix pour des énergies renouvelables. Ça veut dire qu'il voulait mettre l'agenda vert, l'agenda de l'économie verte. Ou on bagaille du développement résilient à bas carbone pratiquement son développement qui pas basé, qui doit mettre la fin à cette économie qui était basée sur le pétrole, parce que au fond, c'est la façon dont le capitalisme qu'on a arrivé à produire richesse qui a remetté en cause. Le capitalisme a épousé une forme d'accumulation des richesses qui épuise les systèmes naturels. C'est tout un jeu, ça a gagné le financement action climatique là. Mais qui Jean capitaliste a réadapté. On est dans une phase de développement
du développement à bas carbone et résilient. Quel va être le coût de cette transition pour nous? Nous-mêmes, petits pays. Déjà, nous avons des présidents, énergie renouvelable, grand pile vos pieds. Oui, parce que il y a des bagages qui, il y a des avantages qui remettent en cause. Ils demandent tout en forme d'investissement, ils demandent des réformes de politique. Eh bien, c'est tout ça qu'attend nous, la question perspective. Ça veut dire que le ministère l'a aidé le gouvernement, l'a aidé l'État haïtien pour le mettre au diapason. Et l'a remercié aussi l'Union européenne que par rapport à appui l'IBA à P3C, Monsieur le Président, je profite de mettre l'accent sur une bonne stratégie de sortie du programme AP3C. Vous avez fait des choses admirables avec nous, mais il est temps que la direction des changements climatiques prenne le ton, donne le ton, s'approprie des avancées du projet AP3C. Et c'est la raison pour laquelle que le ministre a confié cette mission au nouveau directeur de la direction des changements climatiques. Que le ministère de l'Environnement s'approprie des répercussions, des avantages d'un projet aussi bien conçu. Nous avons félicité tout le PNUD qui campait ensemble avec nous. Ok, la question de changement qu'il a avec nous, nous croyons que, avec une bonne feuille de route, avec une compréhension mutuelle, nous aimerions insister aussi sur la déclaration de Paris de 2005 qui oriente la coopération internationale, qui est basée sur le respect des priorités nationales, qui est basée sur l'appropriation de la coopération par les instances nationales. J'aimerais dire, on a une volonté de mettre en œuvre les règles de bonne gouvernance. S'il vous plaît, donnez-nous la chance de les appliquer et de les mettre en œuvre. Nous nous retrouvons pour démarrer les activités et la collaboration de tous les partenaires engagés à l'occasion de la Journée internationale du droit de l'homme qui est proclamée pour le 10 décembre. La thématique du respect du droit de l'homme, c'est une thématique qui demeure au cœur de la société haïtienne comme préoccupation pour tout adulte responsable de cette communauté. L'on dit que là où il y a un homme, la communauté des Martissants, mais ainsi aussi de la communauté des Cités Soleil et des départements du Nord, en demandant à l'Union européenne de renouveler son engagement face à la thématique du droit de l'homme et du respect du droit des enfants. Et l'Union européenne, qui était un partenaire de longue durée de la communauté des Martissants, a bien voulu renouveler cet engagement. Cet engagement est renouvelé aujourd'hui par le lancement de ce projet. Donc nous avons l'honneur avec les partenaires de prendre en charge l'implémentation. Ce projet vise aux activités de prévention des violations des droits des enfants et le renforcement d'un système résilient de la communauté pour accompagner la prise en charge des enfants dont les droits ont été violés. C'est un mandat très important. C'est le mandat que chaque adulte responsable devait sentir comme le sien. C'est un mandat que nous interroge nous tous et auquel nous tous ensemble nous tenons donner une réponse.
Pour cette raison, pour nous aujourd'hui, c'est une journée de fête, c'est une journée au cœur de la communauté de nos enfants pour ces activités de commémoration de la journée des droits humains, mais c'est aussi la journée dans laquelle nous renouvelons cet engagement à côté de l'Union européenne et des partenaires. L'engagement à faire sorte que là où il y a un enfant dont les droits ne sont pas respectés, nous tous, nous nous sentons le devoir d'intervenir et de faire quelque chose pour protéger cet enfant et pour lui assurer une vie digne. Si nous voulons trouver une façon pour résumer ce que signifie le travail dans les droits de l'homme, c'est d'assurer à chaque personne une vie digne. Beaucoup de routes ont été faites dans cette communauté de Martissant. Beaucoup de routes restent à faire. Nous savons combien la vie de la communauté, de la société civile, demeure difficile en ce moment dans cette communauté. Nous tous les partenaires de ce projet, nous voulons vous assurer qu'à partir d'aujourd'hui encore plus, nous sommes là. Et nous allons faire de tout ce qui est dans les moyens de ce projet et dans nos devoirs d'adultes responsables pour accompagner au mieux cette communauté. Il faut toujours célébrer ces grands moments, chaque année. Parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle date de 1948. Et c'est la déclaration qui synthétise l'ensemble des droits de la personne. C'est le seul texte au monde qui était traduit en 500 langues. Donc c'est un texte très particulier. C'est un texte particulier aussi parce que c'est le texte que chacun qui est victime, chacun qui voit ses droits bafoués, peut brandir face à l'État, face aux juges, face aux policiers, face à l'opprimeur parfois, pour dire non, j'ai mes droits. Et mes droits, je les défendrai. Et mes droits, ils sont ici, ils sont listés dans cette déclaration, et cette déclaration qui vaut pour le monde entier. Qu'on soit à Haïti, qu'on soit en Europe, ailleurs dans le monde, c'est cette même déclaration qui a tous ces droits, et ce sont les droits inaliénables de toute personne qui vit sur cette terre. Donc je crois qu'il faut le dire, il faut le rappeler, il faut l'exercer au quotidien. Alors c'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas toujours facile, et ça c'est un autre message, je crois qu'il faut tous les jours, et je pense qu'il faut le dire aux enfants aussi, il faut non seulement leur expliquer ce que c'est que les droits de la personne, bien sûr, mais leur dire qu'il va falloir se battre pour défendre ses droits. Partout dans le monde, l'Union européenne a une politique très claire dans ce sens. Nous avons la volonté et nous avons des moyens financiers qu'on utilise pour ça aussi, pour soutenir les projets ici et ailleurs, pour faire en sorte effectivement que partout on puisse porter ce message de défense des droits de l'homme. C'est un message, je dis, compliqué, difficile, et puis il y a des symboles. Haïti est un symbole extraordinaire dans le monde, de ce point de vue-là. Il y a 214 ans, Haïti s'est levé, Haïti s'est battu, Haïti a obtenu effectivement l'abolition de l'esclavage, ce qui veut dire la liberté. Et la liberté, c'est le premier des droits de chaque être humain. Donc je crois qu'il faut être fier de ce combat, de cette réalisation qui est là. Pour l'Union européenne, c'était quelques années plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, nous avons aussi fait nôtre ces symboles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On avait connu une période très difficile, comme vous savez, dans l'Union européenne. La solution finale, c'est la pire des atrocités. Là, c'était la destruction de l'homme par l'homme, en fait, qu'on avait vécu. Donc il faut se rappeler de tout ça. Il faut continuer le combat pour que ces événements du passé ne se reproduisent pas. Et malheureusement, on le sait, on l'a vu encore récemment en Libye ou ailleurs, les risques sont toujours là. Les risques sont toujours là, il faut se lever et se battre pour ça. Et puis, chacun d'entre nous va vieillir. Donc, il faut aussi enseigner ces valeurs à tous les enfants. Donc merci, je crois que ce projet a ça au fond du cœur, c'est effectivement d'enseigner aux enfants. Parce qu'on le sait, la violence, c'est souvent parce qu'on a connu la violence dans son enfance qu'on risque un jour peut-être de la reproduire. Donc il faut impérativement travailler sur cette problématique de violence dans la société et travailler au début, c'est-à-dire au niveau des écoles, au niveau de l'enfance. Donc le travail que vous faites, chacun dans votre domaine, à Vzy, ici, avec les quartiers de Cité-Soleil et de Martissant en particulier, ce que vous faites également sur les territoires à la frontière, c'est extrêmement important, c'est fondamental. Si on veut essayer de créer une société
pacifiée, une société qui est fondée sur l'échange, sur la coopération. Ça passe forcément par inculquer ces valeurs à l'ensemble des jeunes et des enfants dans ce contexte-là. Donc merci à tous pour ce travail. Je crois que l'idée c'est qu'au moins minimum 600 enfants puissent bénéficier de tout cet apport, 150 familles, parce qu'il faut accompagner également non seulement les enfants, mais les familles dans lesquelles ils vivent. Donc ce que je voulais simplement vous dire, c'est que nous allons continuer notre effort, continuer à porter avec vous et à travers vous ce flambeau des droits de la personne dans le monde, ici en Haïti, dans ce jardin de l'espoir. Et je suis très heureux que les enfants soient là. Il y aura une petite fête tout à l'heure avec eux pour qu'ils se souviennent aussi de ce que ça signifie. Parce que ce qui est important, c'est que dans le cœur de chaque enfant, non seulement puisqu'on est dans un jardin, on fasse fleurir effectivement un idéal. C'est celui de l'idéal des droits de la personne, des droits de l'homme et des droits de l'enfant. Merci à tous. Avec un pile très content, nous venons inaugurer dans l'espace pompier. Côté, depuis l'existence commune, ça créé 1959, mais pas bien ça arrivé dans l'espace pompier. Je dirais, nous arrivons bien l'espace ça qui construit sur 316 mètres carrés, qui coûtait $822 000 américains et qui est financé par USAID et FACNA, peuple américain. Je dis à nos peuples haïtiens et population guadeloupéenne, nous remercier peuple américain et USAID et FACNA qui, je dis à permettre nous un espace standard pour nous capables de parler des pompiers. Je dis à nous capables de dire, nous pas seulement besoin d'espace dans tout, seulement parce que nous avons besoin d'assistance technique. Monsieur Sinclair, étant que responsable, on est responsable de la mission des pompiers en Haïti, ensemble avec nous, nous avons fait un suivi pour nous capables de faire plus d'encadrement avec les messieurs dames qui ont représenté nous dans la commune de Guadeloupe. Là, il y a un problème incendie, nous sommes capables de faire intervention plus rapide. Au lieu de faire appel ensemble avec l'aéroport de Patrick, je dis à non peuple guadeloupéen, nous disons un grand merci avec le gouvernement américain. Depuis le tremblement de terre de 2010, le gouvernement des États-Unis travaille ensemble avec le gouvernement d'Haïti et connaissons que la mise en place d'un système solide et efficace pour répondre aux catastrophes était vivement nécessaire pour minimiser les effets sur les résultats définitifs des catastrophes naturelles. À cette fin, nous avons travaillé de près avec nos collègues haïtiens pour renforcer la capacité de répondre et de gestion du département de la protection civile, la police nationale d'Haïti et plusieurs autres agences qui contribuent aux réponses face aux désastres dans ce domaine. Depuis 2010, les États-Unis ont bâti 9 centres d'opération et d'urgence et 9 entrepôts de secours à travers la République d'Haïti. En plus de ces centres et entrepôts, nous avons construit 10 casernes de pompiers, une dans chaque département, et maintenant, nous ajoutons les 2 dernières à proximité de Port-au-Prince.
je voudrais faire passer au gouvernement haïtien d'utiliser cette caserne de pompiers de manière à importer le maximum d'avantages à la communauté de Croix-des-Bouquets et le peuple haïtien. Nous sommes fiers d'être un partenaire d'Haïti. Ensemble, nous créons un avenir meilleur. C'est un grand jour. On le dit spécial tant qu'hier, côté que nous avons inauguré le local sapeur-pompier de Carrefour. Et une cérémonie que nous avons préparée depuis 5 mois. Et je dis à nous là, non, Croix-des-Bouquets, pour nous inaugurer le dernier local, dans 12 locales que l'ambassade américaine construit pour nos 12 belles locales pour sapeurs-pompiers. Nous ne pouvons pas passer sous silence. Gros effort que l'ambassade américaine fait. Alors, ce que a dépensé presque $1 million américains pour construire bel bâtiment pour nous par local. Moi-même, majorité avec magistrat, dans un délai qui était très court, et c'est ça que nous voulons remercier membre cabinet magistrat Colin, une cérémonie que vous préparez seulement dans 3 jours. 3 jours pour mener nous jusqu'à ici là. Capable de dire merci à monsieur, dame américain qui fait effort ça pour nous. Très souvent, il y a plus de monde par méchanceté qu'on a dit que l'Amérique n'est pas fait, l'Amérique n'est pas baillé, le Canada n'est pas baillé. Mais je dis nous, sincèrement, si ce n'était pas l'ambassade américaine, même la police ne pas connaître qui état que la police n'a pas caillé. Peut-être, nous connaissons la police dominicaine, parfois, dans l'état que nous ne connaissons pas trop aimer, nous ne connaissons pas que nous taillons. Grâce à Dieu, la police est toujours belle. Même si il y a des difficultés, pas eux, mais grâce à eux, ils font probablement pile de machines, ils font probablement pile de moyens, et même au niveau de sapeurs-pompiers, ils font un pile d'efforts. Et quand ils ont construit, ce qui fait nous, quand ils n'ont pas gagné camion, neuf lagons, c'est parce que c'était responsabilité du gouvernement haïtien. Là, ils ont fait des casernes, le même gouvernement, ils ont même acheté camion neuf, mettez dans le local. La déclaration est un texte qui a été voté par 56 pays qui constituaient le monde après la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a eu lieu en Europe où l'Allemagne, principal antagoniste, principal parti à la guerre, a initié cette guerre parce que le dirigeant allemand, Hitler, avait déclaré que tout ce qui n'était pas de la race aryenne, ça veut dire qui n'était pas allemand aux yeux bleus, aux cheveux blonds, était de race inférieure et qu'il fallait nettoyer la terre de toutes les races inférieures. C'était la base principale de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu, on parle de guerre mondiale parce qu'il y a eu différents pays de différentes parties du monde à participer à cette guerre. Et Haïti aussi à l'époque, se soulevant protestant contre cette manière de faire, cette manière de dire, Haïti a participé à cette guerre. Après la guerre, comme vous a dit M. Ben, où il y a eu plus de 70 millions de personnes à avoir trouvé la mort, et dans des conditions horribles, eh bien, ces pays se sont réunis en une association qu'ils ont dénommée les Nations Unies. Haïti était membre fondateur de cette association et Haïti a participé avec ces pays
à prendre des engagements pour que jamais plus le monde ne connaisse de pareilles horreurs. Et jamais plus, ils ont dit, jamais plus les êtres humains sur la terre ne devaient être exclus ou ne devaient être victimes à cause de leur couleur, à cause de leur religion, à cause de leur langue ou à cause de leur sexe. Nous pensons que il y a deux raisons à cela. La première, nous sommes un groupe en tant que mouvement social qui met en pile importance à l'éducation. Alors pour nous, il y a l'éducation formelle, l'éducation dans la salle de classe, et il y a l'éducation informelle. Ça, c'est l'exemple d'éducation informelle que nous avons fait, côté nous réunir des étudiants, des élèves, des classes terminales, côté pour nous capables de faire connaître qui ça qui est droit humain. Parce que tout le temps, on nous dit, mon cher, qu'on y a un droit humain à la mode, c'est une bonne chose, on a dit ça. Mais est-ce que forcément on connaît qui ça contenu est? D'accord? Donc nous pensons que le segment dans la société pour nous bailler formation, c'est la jeunesse. Parce que c'est lui-même qui a appelé à faire la relève. Donc c'est lui-même, n'est-ce pas, pour nous bailler éducation. Donc il y a plusieurs groupes qui ont fait même travail ça. Donc il y a aussi de faire que donner sa contribution. Deuxièmement, nous vivons une situation côté de ouais que la vie des individus n'est pas respectée. Chaque jour, nous avons des gens qui tombent dans des conditions ténébreuses. Donc, nous pensons que faut nous tirer la sonnette d'alarme pour nous dire que la vie au monde, la vie chrétien vivant, c'est un qui est important, c'est un qui est sacré, il n'est pas fait pour moyen, etc. Et à partir de là, pour nous capables de faire un coup d'œil sur l'ensemble de la situation des droits de l'homme en Haïti. D'accord? Donc c'est deux raisons ça, qui mènent que nous faisons séminaire ça, disons, pour la jeunesse haïtienne. Vous parlez d'un coup d'œil sur l'ensemble des droits de l'homme en Haïti. Est-ce que nous-mêmes au niveau de nos sites, nous faisons constat? Si nous faisons constat, qui ça lié, qui ça nous ouais sur question ça en Haïti? Bon, nous dit que si nous regardons de 1948 à aujourd'hui, ça fait 69 ans depuis la déclaration en fait. C'est pour une déclaration qui a été imposée à Haïti, c'est une déclaration que nous sommes partie prenante. Nous gagnons un Haïtien de très grande valeur, M. Émile Saint-Lô, qui est sénateur de la République, qui était ambassadeur d'Haïti à l'ONU, c'est l'un des rédacteurs de cette déclaration universelle des droits de l'homme. Donc nous avons dit que ça a son bagage positif. Deuxièmement, pas oublier que nous sommes pays, côté Mdakadi, c'est côté Mdakadi, droits de l'homme, non. À l'époque, au début du XIXe siècle, commencé par corps. En Europe, la France s'est parlé de lui-même. Mais c'est là que nous-mêmes, nous gourmets, pour arracher la lutte, pour nous arracher la liberté aux esclavagistes, et ensuite qui va aboutir à l'indépendance, de dire que la déclaration droits de l'homme que la France s'est fait, de commencer vraiment à appliquer. Bon. Maintenant, on a dit, et troisièmement, c'est que nous avons une conscience de plus en plus large. Et je ne pas dire qu'il commence à courir. Il faut nous dire commencer depuis la fin des années 70. Côté président Carter, chef d'État aux États-Unis. Côté il a fait promotion pour les droits de l'homme, etc. Et il y a pile bataille qui menait pour ça. Bon. Cela dit, quand il s'agit, si la brigade des bagailles au niveau de l'application concrète, nous dit qu'il nous reste encore beaucoup à faire. D'accord? Oui, il y a un progrès. C'est-à-dire que le fait que si on passe là, les autorités au chef, depuis les pieds, après ça, ils sont pour condamner peut-être les pieds, d'accord? Non, on a dit non. Au nom des droits de l'homme, nous sommes tous égaux devant la loi, on doit faire ça. D'accord? Côté je dis que les femmes ont revendiqué, côté paysans ont des places, n'est-ce pas, disons, dans la société, etc. Et il y a beaucoup contre la pauvreté, tout le monde a dit qu'il y a des progrès qui sont faits au niveau de la conscience, d'accord? Mais au niveau
des actions concrètes. Hein? Et quand on a dit pour les droits de l'homme commencer à concrétiser, il nous reste encore beaucoup à faire. Hein? Côté nous sommes en retard, hein? Par rapport à certains pays. Et pour être beaucoup plus concret. Par exemple, si on prend, il y a un pacte. Hein? Il y a un pacte international relatif aux droits économiques et sociaux. Hein? Par exemple, je dis tout le monde a droit à travail. Hein? Tout le monde a droit à travail, tout le monde a droit à un salaire équitable et juste, et pour travailler dans de bonnes conditions. Sous question ça, hein? Nous ne pas la donne du tout. D'accord? Puisque nos pays, côté, la note dominante, ce n'est pas même le chômage. Hein? Le chômage, on va dire, c'est entre parenthèses dans la vie du peuple. Hein? Ça, nous sommes en réalité, nous sommes dans une population en majorité composée de sans travail. Les gens qui ne travaillent pas dans la vie. D'accord? Ça, c'est un problème que lié. Donc, si vous ne travaillez pas de salaire, hein? Donc on parle que vos mentalités plus caritatives, c'est-à-dire que demander, etc., charité, etc. Donc, l'on prend, on a dit, dans le pacte, vous parlez, n'est-ce pas, disons, de droit à l'éducation. Tout le monde, il faut que vous occupez pour l'éducation à tous les niveaux, hein, du cycle fondamental jusqu'au niveau supérieur. Jusqu'à présent, puis il faut jeunes gens, dans le pays, hein, puis il faut tout le monde, n'est-ce pas, parler de l'école. L'on prend, par exemple, pour les droits civils et politiques. Hein. Par exemple, au niveau de droits civils et politiques, par exemple, je dis que mon doit former syndicat. Mon doit faire syndicat. D'accord? Oui, je fais syndicat. D'accord? Mais pas longtemps, non? Que fonctionnaire dans l'État arrivé à monter syndicat. Pendant longtemps, il a empêché ça fait. Parler mon pilote annoncer que tronçon gros monde pilote eh bien déjà il y a des travaux qui pas réalisés là-dedans et travaux ça va commencer dans le mois de décembre là même. Et pour pilote Plaisance féliciter TPTC qui était accompagné dans l'occasion et fête Sainte-Rose de Lima. Et bien il y a une très grande amélioration qui était faite sur route ça et bien tout le monde ouais c'est avec facilité que même les gens qui ont une voiture, eh bien, ils sont capables de vivre pilote pour participer dans la fête là. Je dis à mon content pour m'annoncer mon pilote Plaisance que tronçon route pilote Plaisance là, eh bien, non seulement président pour mettre asphalté, mais moi-même dans démarche pas moins, eh bien, dans le mois de décembre là, eh bien, côté qui critique à savoir mon savon, mon sacrifice, eh bien, gagner une bonne intervention qui va le faire là-dedans. Déjà sur le mandement, eh bien, président pays a déjà envoyé directeur départemental TPTCA pour faire étude là, une étude qui finit, et document on a même, et m'a fait suivi ensemble avec le ministre TPTCA pour nous capable garder et dans un temps et en plus bref délai, et bien capable commencer avec travaux ça parce que nous connaissons et pendant la période de fin d'année ça t'a coûté un bon soulagement pour moun et aux alentours pilotes moun dans la communauté. Et Goumon Pilote, c'est des travaux qui ont été entamés déjà. Et donc, travaux ça va commencer dans le budget que nous votons, gagner un montant de 10 millions de gouttes. 10 millions de gouttes, ça, déjà, il y a un FIOP qui est préparé. Pour préparer, et bien c'est avec le montant ça que nous allons commencer. Et bien, route Goumon Pilote là, dans le côté surtout qui est plus critique. En attendant que caravane a venir avec des travaux par lui. Mais nous-mêmes, nous pas arrêter dans le caravane, je pense que c'est important pour que nous-mêmes nous commencions avec des travaux, surtout côté plus critique. Nous pas même temps de mesures pointées, et c'est des travaux qui ont commencé dans le mois de décembre, même sous tronçon Goumon Pilote. Et sous Pilote Plaisance également, je me dis, et il y a des travaux qui vont commencer au cours du mois de décembre même, et tous les artistes, c'est dans le côté critique, à savoir mon sacrifice, mon savon. Donc, il y a toujours un problème, machine coulée là-dedans. Nous pouvons faire des travaux de bétonnage, nous pouvons faire des travaux de drainage, et carnivore et sous tronçon ça. Nous connaissons et Pilote, c'est une commune qui gagne en pile et produit. Donc, Pilote dans le temps est réputé d'une commune qui baille en pile café, en pile cacao. Ces derniers temps, nous avons retiré la plantation ça pour mettre canne à sucre par le fait que eh bien, prix a chuté dans le temps. Mais quand tu as figue banane, quand tu as igname, eh bien, pas manqué, bah, ça et Pilote. Donc, je pense que si nous travaillons pour que nous fassions route là, donc, les paysans ont une facilité pour sortir ensemble avec les produits
pour aller et Port-au-Prince, pour aller au Cap. Remarquez, au niveau de Port-au-Prince, eh bien, pour acheter un boutin, mais ils n'ont pas de banane, donc ils ont besoin en pile d'argent, alors que nous autres, au niveau des pilates, nous avons tellement gagné pour eux, nous avons gâté dans le dépôt par le fait que l'accès est difficile. Je pense que ça parle du fait que la rareté que nous gagnons au niveau de Port-au-Prince, au niveau des Cap-Haïtiens et d'autres villes, et bien, puisque produit ça, ils sont capables avec un peu de facilité et pour être capable de venir vendre sur le marché, je pense que ça parle facilité, et bien, les gens qui vivent Port-au-Prince, et même Cap-Haïtien, Gonaïve, tout ça. Jodi activité à salier, c'est ou capable comprendre ni collectivité locale haïtienne nan te font expérience et à travers 3 fédérations ni FENAM, FENACA, FENAZEC. FENAM c'est pour maire yo, FENACA c'est pour Kazek yo, FENAZEC c'est pour Azek yo. Et depuis après tremblement de terre qui était passé en 2017, côté que nous-mêmes nous gagnons de barrières qui travaillent avec nous, gagnons de l'autre collectivité qui travaillent avec nous, tant que PCM, c'est que qui discuter avec nous, il y a nécessité pour que 3 fédérations ça qui logent dans sous même territoire, qui défendent même intérêt et population, nous sommes ensemble pour que nous arrivions mettre sous pied un bureau, une maison de collectivité qui 3 fédérations sont capables de loger dans le même appartement. Raison qui fait nous arriver mettre maison collectivité, jeudi a fait nous marquer nos 3 ans, mais son expérience qui est louable pour fédération Kazek pour Kazek pour Azek pour maire côté que gagne pas mal de problèmes qui joignent une solution rapide. Des fois qu'on gagne des problèmes entre Azek magistrat, Azek Kazek, Kazek magistrat, et pourtant yo logé dans le même territoire, yo pas jamais joindre une solution rapide pour résoudre le problème ça. Mais à cause de 3 fédérations ça qui mettent tête ensemble, qui logent dans le même appartement, et grâce à PCM qui t'a payé loyer ça, qui t'a ban nous conseil la expérience nous partager à l'autre fédération, que nous arriver bay en pile solution. T'as un pile problème dans le pays, mais avec fédération yo et surtout triple point de vue problème yo ont gens vidé. Et m'a dit non tout c'est vrai pouvoir actuel là pas ouais vraiment yo comprendre sa collectivité a. C'est vrai nous te prend le temps pour que nous chercher comprendre qui ça pouvoir faire, qui possibilité, comment yo comprendre collectivité a. Jusqu'à présent beaucoup clair pour nous toutes. Mais par contre nous-mêmes c'est militants nous et c'est des monde peuple à voter pour faire travail li. Nous-mêmes nous fédérer nous ensemble, nous chercher joindre solution. Je pense que c'est pas parler en pile qui solution, jouer parler en pile, faire une série de bagages, mais si autorité sociale attend, nous-mêmes nous presque prêts pour que nous fassions ça, mais nous avons un petit temps toujours, mais nous-mêmes payants doivent comprendre que nous mettons ensemble et solution pour nous joindre ensemble et avec autorité en faveur de la population haïtienne. Pendant 3 ans ça qui nous arrivé travail 3 fédérations ça. Bon, nous travaillons en étroite collaboration. Une comme ça l'autre a fait et nous fait partage d'expérience avant nous prendre une initiative travailler ensemble et faire des actions ensemble. Nous et puis ici nous capables de comprendre nous toujours qu'on couvre et me dit nous merci, nous toujours qu'on couvre pour nous qu'est-ce qu'on appelle la journée des collectivités territoriales. Et ensuite, il y a d'autres activités de formation. Ici, nous avons des formations continues PCM fait pour collectivité et quitter des gens côté que pour mettre famille en activité travail pour montrer que yo important dans la société
et nous faisons ensemble, c'est toujours ASEC magistrat, c'est que nous gagnons des travaux en commun, gagnons des initiatives nous prenons ensemble, gagnons des actions tout, nous arrivons faire le souterrain ensemble. Initiative ça, li prend de concert avec Action contre la faim, lui-même qui c'est une organisation qui a évolué dans le pays, dans la question de la santé, et que nous-mêmes, dans le réseau haïtien de journalistes en santé, nous pensons que la couverture universelle en santé et que faut que nous avons fait beaucoup plus de plaidoyer, beaucoup côté différents et institutions, population en général et l'État pour qu'on soit capable d'arriver à niveau ça. Donc le fait que ACF t'ait proposé pour que les journalistes du réseau eux-mêmes soient capables de bénéficier de formation comme ça. Donc, bras ouverts, nous-mêmes, nous et sensibiliser les journalistes pour être capables de participer et nous sommes contents, volonté que eux-mêmes ont manifesté pour être capables de participer à la formation ça. Donc, constat, c'est qui ça du point de vue de couverture universelle et sanitaire en Haïti? Bon, et nous sommes chiffres tout à l'heure, la situation sanitaire population est vraiment catastrophique, côté que le système que nous disposons là actuellement, c'est seulement 60% de population qui permettent accès à la santé. Et qui est santé pour ces 60%? Est-ce que son santé de qualité? C'est-à-dire, un monde qui jodi a litiburon, un monde qui bombarde police, est-ce que il y a même type de santé avec monde qui n'a pas au prince là? Ça, c'est des situations qui demandent pour nous capables de faire des plaidoyers pour ça. Près de 125 sections communales pas gain et accès à services de santé. Investissement en matière de santé dans le pays d'Haïti, je ne dis pas, nous voyons que c'est seulement 4,3% du budget national que le représentait et majorité investissement c'est l'international qui baille à hauteur de 56%. Ça veut dire tout simplement que nous voulons que société a conscient que la question de santé, c'est une priorité. C'est peut-être ça, nous avons choisi de faire formation ça pour les journalistes, pour que eux-mêmes soient capables conscients que ont un rôle important pour jouer dans ce sens ça. Les médias aussi ont une implication, ont un rôle pour jouer, pour nous capables d'arriver font faisceau, pour nous sensibiliser la société. Société a pour connaître que il a droit à la santé, puisque la Constitution haïtienne garantit ça déjà que le droit gagner. Les décideurs aussi pour être capables de prendre décision qu'il faut, puisque nous pensons que c'est une question de volonté politique pour nous capables d'arriver à une couverture universelle en santé, puisque nous ne sommes pas capables de parler de développement sans la santé. Même les gens qui sont en position, je ne dis pas, pour décider en matière de politique, s'ils n'ont pas de santé, ils ne sont pas capables de faire ça de faire. Donc, nous faisons plaidoyer ça et nous continuons à faire pour que couverture universelle en santé soit capable effectif dans le pays. Nous ne pas penser que c'est seulement l'État qui doit agir dans ce sens. Donc, c'est chaque citoyen qui doit impliquer pour faire constituer des groupes de pression pour que ça soit capable vraiment d'un acquis pour nous. Activité matin, je n'ai pas tout fait ça, on a fait en prélude à 26e anniversaire POHDH. 10 décembre 1991, 10 décembre 2017, ça fait 26 l'année depuis plateforme Organisation Haïtienne de Harmonie Unité Campé. Mais 10 décembre tout, ça rappelé anniversaire Déclaration universelle de Hamoun, c'est 69e anniversaire Déclaration universelle de Hamoun. Donc à l'occasion
mais en prélude à double anniversaire ça, nous avons réalisé journée porte ouverte ça matin. Et côté gain des expositions, des documents, et plateforme organisation haïtienne doit nous réaliser dans la bataille il y a mené pour question de l'harmonie dans le pays. Il y a des expositions, des photos tout qui vont retracer différents moments dans la lutte pour question de l'harmonie dans le pays. Et pendant la journée ça tout, nous avons réalisé une causerie côté nous allons regarder l'histoire bataille de l'harmonie dans le pays. Nous avons regardé l'avancée qui fait, nous avons regardé les défis avec les difficultés, les menaces, et nous avons regardé tous des éléments de perspective. Donc, causerie ça l'a fait ensemble avec les représentants de différentes organisations de la plateforme, avec toutes les autres organisations dans la société civile, des organisations de base, la plateforme a l'habitude de travailler ensemble avec eux. Et pendant la journée en tout, nous avons une projection documentaire sur la question exploitation mine. Aujourd'hui, question exploitation minière d'actualité et exploitation minière, il y a des grosses conséquences sur la question de l'harmonie. Donc, pendant la journée, on a fait projection ça pour sensibiliser les gens sur la question exploitation minière, pour démystifier le discours soi-disant développement qui cachait des exploitations minières et pour montrer toute violation de l'harmonie et question exploitation minière capable de traîner derrière. Donc voilà pour l'agenda, voilà pour les menus des activités ça on a réalisé et en prélude à 26e anniversaire plateforme organisation haïtienne de l'harmonie et 69e anniversaire déclaration universelle de l'harmonie.